Eh bien, bonsoir à tous. Merci à vous d'être présents ce soir donc, pour cette conférence au Cultura de la Valentine avec Mathilda Di Matteo qui va venir nous présenter son premier roman. Mais avant toute chose, je souhaiterais qu'on remercie le Cultura de la Valentine ainsi que Audrey et toute son équipe. Donc on peut applaudir aussi le Cultura qui fait beaucoup justement pour la culture. Donc vraiment merci à eux. Je tiens aussi à remercier Mathilda d'avoir accepté de venir faire cette conférence ici. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire une présentation donc, de Mathilda. Ensuite, on parlera de son roman. Et ensuite, on échangera si vous avez des questions dans la salle. En tout cas, n'hésitez pas. Mais vraiment, merci à tous. Alors, Mathilda Di Matteo, vous avez grandi entre différentes influences littéraires. On l'a dit, passant de Ratius à Marguerite Duras, de Marc Lévy à Victor Hugo. Très tôt, vous écrivez des histoires, des personnages, presque comme des refuges. Après avoir remporté le concours de nouvelles de Libération, suivi un parcours à Sciences Po et obtenu 2 masters, vous publiez aujourd'hui un premier roman qui est déjà très remarqué. Ce premier roman, c'est La Bonne Mère. Vous vous imposez aujourd'hui comme une voix de la littérature contemporaine. Ce livre a été distingué, on l'a dit, prix Talent Cultura 2025, donc toutes nos félicitations pour ce prix. Mais aussi prix littéraire Vanity Fair 2025, prix du premier roman de La Forêt des Livres et finaliste des prix de Flore 2025. Et il est aussi en lice actuellement pour le prix des libraires, où les résultats finaux seront rendus le 30 avril prochain, donc on croise les doigts effectivement pour ce prix. Donc dans ce roman, dont vous allez nous en parler dans quelques instants, vous racontez Marseille, les mères, les filles, les identités qu'on tente de construire ou de fuir. C'est un texte sur ce que l'on hérite, sur ce qu'on reproduit malgré soi et sur la possibilité, malgré tout, de trouver une forme de liberté. Entre Marseille et Paris, le roman fait dialoguer 2 mondes, 2 cultures, 2 façons d'exister. Votre écriture est à la fois lumineuse et grave, explore l'intime, les liens, les fragilités, mais aussi une forme de joie, parfois inattendue. Alors Mathilda, après cette présentation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce livre ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je peux vous dire que moi, ce sur quoi je voulais écrire, c'était les choses qu'on reproduit malgré soi. Le poids de l'héritage familial. En fait, ça me fait bizarre, je raisonne. L'impression que même si on a fait tous les efforts pour s'extraire de la ville dans laquelle on est né, de son milieu social, même si on s'est éloigné à 800 km de sa mère, qu'on a fui avec une conviction sans faille, on finit, même inconsciemment, par reproduire son histoire. Et donc, pour parler de cette reproduction des schémas familiaux, j'ai créé 2 voix. Celle de la mère, qui est une cagole flamboyante, qui elle est restée à Marseille, qui s'appelle Véro, et celle de la fille, une sorte d'intello torturée, qui s'appelle Clara, et qui elle a fui à Paris. Et l'histoire commence vraiment quand Clara revient à Marseille, avec à son bras un gendre que Véro surnomme le girafon et qu'elle déteste instantanément. Parce que ce grand bourgeois, 1m90 de cul pincé, comme elle dit, il exemplifie en fait la trahison de sa fille. Le fait qu'elle les ait quittés pour vraiment les fuir, quoi. Voilà. Et donc ça part de ça, et puis après, ça parle de plein de choses. Vous l'avez dit, donc le roman donne parole tour à tour à Véro et à Clara, qui ont chacune, on l'a vu, un parler très personnel. Était-ce une volonté de votre part de poser ces 2 personnalités qu'on découvre dès le début du livre ? Voilà, est-ce que ça a été une volonté de votre part ? Oui, moi les livres que j'aime lire, c'est des livres où on entend des monologues intérieurs. Et donc j'avais envie de créer 2 monologues intérieurs. Et en fait, elles se sont répondues. Et mon intention aussi, c'était de ne pas avoir besoin de mettre le prénom de la narratrice au début de chaque chapitre. Et donc, pour ça, il fallait vraiment avoir 2 langues très très différentes.
un rythme, un champ lexical, des images qui fassent comprendre instantanément qui parle. Et donc ça, c'était clairement une volonté. Et puis en fait, une des choses qui s'est passée inconsciemment, parce qu'il y a plein de choses, moi je me disais que j'écrivais donc sur la reproduction des schémas, finalement j'ai écrit sur une relation mère-fille. Je me disais que j'écrivais donc sur la reproduction des schémas, et puis en fait, avec ces deux langues, ce que j'ai réalisé en me relisant, c'est que j'écrivais aussi sur comment on s'aime quand on ne parle pas la même langue. Et donc c'est vraiment ces deux langues très très différentes. Et il y a même un moment dans le livre où, parce qu'elles font un pas l'une vers l'autre, et un gros travail d'empathie, je crois, parfois les langues peuvent un peu plus se confondre et on peut avoir un peu plus de doute sur qui parle. Et ces moments-là, je les ai laissés exprès parce qu'au bout d'un moment, ils apprennent à s'aimer, même si elles ne parlent pas exactement la même langue. Je veux rebondir justement sur ce que vous dites, puisque le point de départ, c'était de parler ce qu'on reproduit malgré soi. Comment cette idée vous est-elle venue ? C'était un peu une obsession. Plus précisément, après je ne veux pas trop en dévoiler, mais pour moi c'était le sujet de la violence qui se transmet. Et donc cette idée que quand on a grandi aux premières loges d'une relation violente dans son enfance, on finit en fait par reproduire cette histoire-là, même si on a l'impression qu'on est allé chercher du coup l'opposé complet de son père. Et c'était ce sujet-là qui m'obsédait, et donc j'avais en tête à l'origine j'avais que la voix de Clara, donc la voix d'une jeune femme qui quitte Marseille, découvre Paris, a du mal à trouver sa place, pense qu'elle a réussi à fuir, et finalement on réalise qu'elle est en train de reproduire ce schéma familial. Et vu que je voulais faire un monologue intérieur, j'étais donc au jeu à la première personne, et on est forcément biaisé à la première personne. Et les sujets que je voulais traiter, c'était des sujets qui méritaient vraiment beaucoup de nuances. Et donc c'est comme ça que la voix de Véro est arrivée, un peu en miroir de celle de Clara, finalement, parce qu'avec deux jeux très très différents, j'ai réussi à trouver une sorte d'équilibre pour traiter de cette thématique. Et donc c'est comme ça que ça s'est équilibré, et c'est comme ça que la structure du roman est arrivée, et c'est comme ça que finalement j'ai fini par écrire, parce que tout le système narratif, l'écriture chapitre par chapitre en miroir, la mobilité sociale et géographique de la fille, le fait que la mère reste, le fait que la mère soit une cagole et la fille une intello avec une féminité beaucoup plus acceptable, et le fait qu'elles aient des langues très différentes, tout ça, pour moi, ça servait cette idée que peu importe tous les diplômes qu'on va accumuler, tout le capital social, culturel, symbolique, et en fait, on risque toutes de tomber dans le piège. Et donc, j'ai mis en place ce système narratif, et ce qui est drôle, c'est que mon obsession de traiter de la reproduction des violences, finalement, on va pas se mentir, un thème un peu sombre, il a été compensé par toutes les autres choses que j'avais mises en place juste pour bien traiter de ça. La langue, la verve de la mère complètement incendiaire, qui est très drôle, cette dame. Parfois j'oublie que c'est moi qui l'ai écrit, elle me fait rire, quoi. Et puis du coup tout ce sujet, cet amour qu'il y a entre ces femmes, finalement c'est ce qui met de la lumière finalement au milieu de ce sujet assez sombre. Oui, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, Marseille et Paris font presque partie des personnages de ce livre. Il y a quelque chose de très fort justement autour de l'étiquette de la cagole dans le roman, vous l'avez dit. Pourquoi c'était important pour vous de montrer ce regard-là et cette forme de rôle de transformation? Alors, je pense qu'il y avait un petit sujet de légitimité. J'avais besoin d'écrire d'un point de vue que je connaissais. Et moi, il s'avère que ce que je connais, c'est avoir grandi à Marseille et être partie à Paris pour faire mes études. Et donc, j'avais ces deux villes dans la tête, et j'ai ces deux villes dans le cœur aussi. Quand j'ai commencé à écrire La Bonne Mère, ça devait faire une 12aine d'années que j'habitais à Paris, et Marseille me manquait terriblement. Et en fait, avec le personnage de Véro, souvent je dis que Marseille c'est Véro,
Véro, elle incarne complètement cette ville et je pense qu'elle est venue parce que Marseille me manquait et parce que j'avais besoin de faire exister Marseille, de faire chanter l'accent sur les pages. Et la figure de la cagole, plus précisément, je pense que c'est une sorte de lettre d'excuse. J'ai grandi dans les années 90-2000 à Marseille et je me souviens vraiment qu'à l'époque, cagole, c'était 100% une insulte. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui reprend un petit peu la figure de la cagole de façon positive pour défendre une féminité assumée et pas du coup vulgaire, mais juste 100% assumée. Et sauf que moi, quand j'ai grandi, il fallait pas être une cagole. Et quand je suis arrivée à Paris et qu'on me surnommait la cagole, parce que après tout j'étais une femme et j'étais marseillaise, alors pourquoi pas, je le prenais vraiment comme une insulte. Et ces femmes hautes en couleur, ces femmes débordantes, ces femmes qui sont tellement à l'aise dans l'espace public et qui parfois dans l'intimité vont se mettre avec généralement des petits hommes chauves et furieux qui vont les faire rétrécir dans l'intimité. Et ce que je trouve c'est ça que je trouve, tous ces paradoxes de cette figure-là, je les ai trouvés hyper intéressants. Et avec la distance, avec les années, avec les lectures féministes que j'ai faites, j'ai réalisé tout le pouvoir de ces femmes en fait. Et j'avais envie de m'excuser. Et donc j'ai mis 368 pages pour m'excuser. Alors je sais que dans la salle, il y a des gens qui ne viennent pas forcément de la région de Marseille, mais Clara, elle essaye de gommer tout ce qui vient de Marseille. Est-ce que pour vous, s'intégrer passe pas forcément par une forme d'effacement, l'intégration? L'intégration, donc Clara, c'est ce qu'on appelle un transfuge de classe, donc elle a une mobilité sociale, elle vient de la classe moyenne, mais elle vient de la classe moyenne où il n'y a pas de livre à la maison. Il y a une grande télé, mais personne ne lit à la maison. Et quand elle arrive à Sciences Po, donc dans la bourgeoisie culturelle, intellectuelle, politique, elle n'a pas les codes. Et donc, c'est pas tant gommer tout ce qui fait ce qu'elle est, c'est plus essayer d'attraper ces codes. Et il s'avère que ça n'aide pas d'avoir un accent, et ça n'aide pas de porter des pantalons rouges, et ça n'aide pas d'avoir l'air marseillaise pour être acceptée dans ces strates. Après, je pense que la question c'était sur appartenir. Le fait de s'intégrer, oui, le fait de s'intégrer, d'appartenir. Clara, elle a 18 ans quand elle arrive à Paris, elle n'existe pas vraiment en tant que personne, elle ne se connaît pas. Et donc je pense que oui, pour s'intégrer, à ce moment-là, elle pense que la seule chose à faire, c'est gommer ce qui fait qu'elle est, son girafon de copain dira exotique. Nous, on pourrait dire juste différente. Ce qui est ses marqueurs à elle du Sud, elle pense qu'elle est obligée de les gommer, mais je pense qu'on peut en tout cas pas forcément s'intégrer, mais appartenir sans gommer ça. Mais pour ça, il faut peut-être être un peu plus âgé, un peu plus mature. Elle n'est pas. N'hésitez pas, si vous souhaitez réagir au fur et à mesure, si vous avez des questions. Pour parler des thèmes, vous montrez que la violence existe dans tous les milieux, indépendamment du capital social et des diplômes. Est-ce que c'était une manière pour vous de casser certaines idées reçues? Oui. Comment dire? Je pense qu'aujourd'hui, dans le paysage littéraire et même dans le débat politique, on parle assez des violences faites aux femmes pour pouvoir intégrer plutôt des zones grises. Je voulais montrer des victimes imparfaites et des hommes violents qui ne sont pas des monstres. Et donc je pense que c'est plutôt ces idées reçues-là que je voulais montrer. Le sujet de la violence qui traverse les milieux, pour moi, ça c'est plutôt lié à la reproduction et en fait à ce sujet de si on ne confronte pas l'histoire familiale et du coup l'environnement dans lequel on a grandi, les fondements qui nous donnent l'impression de ce qui est une relation normale et ce qui n'est pas une relation normale, ça, si on ne questionne pas, on est voué à reproduire. Et je pense pas que ce soit, pour le coup, ça, une idée reçue.
mais je pense que c'est quelque chose qui devrait être dans le débat public. Un thème qui est quand même beaucoup abordé dans ce livre, c'est l'amour. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce lien entre ces deux femmes qui cherchent à se comprendre, mère-fille? Eh ben, c'est un lien qui est tendre, mais qui est aussi féroce. Et donc, comme je le disais, c'est deux langues très différentes, deux femmes qui se comprennent pas de prime abord. Et Véro, elle a cette impression que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, qu'elle parle ou qu'elle se taise, qu'elle parte ou qu'elle reste, elle finit toujours par être la mauvaise mère. Et Clara, elle a l'impression qu'elle n'est jamais assez bien pour sa mère et que c'est impossible d'exister dans l'orbite de cette femme qui est envahissante et parfois brutale. Et donc, il y a un attachement un peu féroce là-dedans, mais aussi une vraie volonté de sauver l'autre, quand parfois on n'est pas capable de se sauver soi-même. Alors, il y a une première question là-bas. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a aussi une certaine forme de jalousie entre ces deux femmes? Je ne sais pas si je dirais jalousie. Je pense que Véro, si elle a l'air si en colère au début du roman, toute sa verve, tout le côté un peu féroce de quand elle parle de sa fille, je pense que c'est surtout de la tristesse. Je pense qu'en fait, elle se sent un peu elle se sent rejetée. Plus qu'elle ressent de la jalousie dans le fait que sa fille soit partie, parce qu'en fait, elle est très désillusionnée sur le parcours qu'est en train de faire sa fille. Elle se dit oui, tu vas aller à Paris, ok Mani, ok, on verra dans 5 ans, tu reviendras. Et en fait, elle revient. Et donc, c'est plus qu'elle sent que sa fille a parfois honte d'elle, elle sent qu'elle la rejette, et elle sent qu'elle veut être tout l'opposé d'elle. Et c'est ça qui est vraiment très très difficile. Et du côté de la fille, je pense pas que ce soit de la jalousie non plus, mais je pense que c'est une difficulté d'exister avec une mère qui est aussi flamboyante, une difficulté à exister en tant que personne quand on est si jeune, et donc du coup la tendance à être l'opposé et finalement pour respirer un peu, s'éloigner. Si. Toujours la même. Désolée, j'ai une autre question, mais par rapport au titre, est-ce que c'est vraiment voulu de faire le jeu de mots entre la bonne mère et bien sûr la bonne mère? Oui, alors le titre à l'origine, donc il m'est venu en même temps que la voix de Véro, parce que elle, vraiment son questionnement tout au long du livre, c'est comment je ne suis pas une mauvaise mère pour cet enfant que j'ai pondu mais que je ne comprends absolument pas. Et donc c'était vraiment Véro, mais évidemment j'avais conscience du jeu de mots avec la bonne mère, donc Notre-Dame de la Garde qui protège les Marseillais, et aussi le concept de la mère suffisamment bonne en psychologie de Winnicott. Justement, vous dites que Marseille, on l'a dit, Marseille est un personnage. Est-ce que pour vous, vous auriez pu écrire le livre si ça s'était passé dans une autre ville? Moi, je ne sais pas si j'aurais pu l'écrire, parce que comme je vous le disais, j'écrivais en me disant mais pourquoi quelqu'un lirait un livre que moi j'ai écrit? J'avais vraiment un sujet de légitimité, et du coup je pense que j'aurais pas osé l'écrire sur quelque chose que je connaissais pas, sur des villes que je connaissais pas. Et par contre, quand je parle aux lectrices et aux lecteurs, et ce qui est dingue, c'est que un livre, on l'écrit et puis ensuite il existe autant de fois qu'il y a de lectrices et de lecteurs. Et du coup, il y a des gens qui viennent pas du tout ni de Paris ni de Marseille, mais qui ressentent les mêmes choses et qui me disent que dans cet éloignement de cette mère et cette fille, dans ce fait aussi de partir d'une ville, peu importe la ville en France, et d'arriver à la capitale, il y a un sentiment un peu universel, ils peuvent se reconnaître là-dedans. Donc en fait, ça aurait pu ne pas se passer à Marseille et à Paris. Mais c'est quand même pas mal que ce soit à Marseille et à Paris, parce que c'est quand même bien de les mettre à côté, ces deux villes. Disons qu'il y en a une qui prend un peu mieux la lumière. Je dirais pas laquelle. Marseille. Oui, et puis c'est vrai qu'on parlait tout dire, qui est un partenaire à partir, c'est un peu comme un match au PSG. Il y a toujours une équipe qui ressort vainqueur.
Et sauf que cette fois, on gagne. Exactement. Ce que je peux vous proposer, on parlait tout à l'heure de Clara et Véro, c'est, vu qu'on a vu qu'il y avait les deux points de vue, c'est peut-être de lire un extrait, si vous êtes d'accord tout de suite. Donc voilà. Alors, donc, comme je le disais, c'est un roman à deux voix, donc je vais vous lire deux petits extraits de ces voix, et je vais commencer par la voix de la mère, donc c'est les premières pages du roman. Je me doutais bien, avec sa grande école et ses grands airs, qu'elle allait nous ramener un petit Parisien. Elle me sort. Il n'est pas de Paris, maman, mais de banlieue parisienne. Censément, c'est important comme distinction. Enfin, pas besoin de connaître son adresse pour voir les kilomètres que c'est un petit coup. Je l'appelle le girafon. Dans son dos, bien sûr. Son grand dos tout fin, son long cou de girafe, un cou à égorger, vraiment. Pas que j'y pense, en tout cas pas encore, mais c'est pour dire la taille du cou. Et puis cette air, à croire qu'il est en safari partout où il bouge lentement sa grande tige, comme s'il avait peur de marcher sur une bombe, sur une bouse de paysan. J'ai toujours su que Paris c'était le début de la fin. Ça fait quoi, 5 ans qu'elle nous a quittés? Avant ça, des années à nous tanner. Et Paris par-ci, Paris par-là, comme si Marseille n'était pas assez bien pour elle, pas assez grande. À se faire des films, vouloir faire sa grande dame sur les Champs-Élysées, ou va savoir où tant que c'est propre et cher, et puis surtout intellectuel. J'ai eu beau lui dire, tu sais qu'à Paris, il y a les Parisiens? Justement, elle m'a fait la minote. Justement, faites des gosses. La mienne est partie toute seule avec ses 2 grosses valises. J'ai quand même négocié à Saint-Charles pour qu'on puisse l'amener jusqu'au train. Regardez, monsieur le contrôleur, c'est ça qui sont plus gros qu'elle, peu cher. Le Napolitain a râlé comme d'habitude. Pourquoi tu le dragues, ce gros pédé? Je lui ai lancé le regard noir, même si je crois que la petite a rien entendu. Il a tracé, le con, en portant les 2 valises comme une mule qui va à l'abattoir. Et puis il a serré, sa fille. On aurait dit qu'elle lui arrachait un membre. Après, c'était le tour du chien de dire au revoir. Un drame. La mioche a pleuré, il lui a léché le visage, il a fallu s'y mettre à 2 pour le sortir du wagon, le câlin. Moi, j'ai eu droit à un vague « bisous maman », puis c'était plié, elle était assise dans le carré famille, mais sans sa famille, justement, bien contente de se tirer. Et nous, comme 2 abrutis sur le quai de la gare, à faire des coucous et des cœurs avec nos mains, en retenant l'envie de chialer. Là, c'était Véro. Et donc, je vais vous lire un petit passage de la voix de Clara qui écrit sa mère. Sur le port, les voitures sont à l'arrêt, comme sonnées. Ça sent la mer stagnante et surtout l'essence. En traversant, elle se fait siffler 3 fois. 2 fois, elle ignore. La 3e, elle répond par un doigt d'honneur. Puis, sa bouche se crispe. Elle secoue le bras et, après avoir encore tracé sur 6 mètres, elle s'arrête. Ça peut lui prendre à n'importe quel moment. Et cette fois, pas moyen qu'elle se morde la langue. Bouge pas. Et elle me plante sur le trottoir, repart en arrière, une minute ou 2, toquer à la vitre de la voiture, lui dire ses 4 vérités, à ce connard qui se prend pour qui d'ailleurs? Elle a une gosse, et il aimerait, lui, que sa femme se fasse siffler avec sa mioche? Ah non, il n'a pas pensé, hein. Il a juste fait avec sa petite bite à la place de la cervelle. Elle l'enchaîne comme sur un ring. Derrière, ça klaxonne parce que le feu est passé au vert, mais elle les emmerde. Son majeur levé pour les autres, elle approche son visage de la vitre du mec qui ne bronche plus depuis qu'elle a insulté ses ancêtres. Souvent, j'ai peur pour elle. Peur qu'en face, ça ne réponde pas qu'avec la bouche. Sauf qu'elle a quelque chose, semble-t-il, qui les empêche. Comme une lumière. C'est qu'elle brille, autant qu'elle braille, tous ces gros mots que je m'étais promis de ne jamais faire sortir de ma bouche, qu'elle dit aux siffleurs en voiture, mais aussi aux banquiers, aux bouchers et même à la boulangère, si bien qu'ils la craignent, si bien que tous se courent devant elle dès qu'ils entendent sur le sol ses talons qui claquent. Certains disent, comme pour contrer son pouvoir, qu'elle est vulgaire. Moi, je dirais qu'elle est solaire. Un soleil de canicule, du genre incendiaire. Ma mère revient vers moi avec en fond les voitures qui repartent et l'eau du port qui scintille derrière elle comme une traîne. Bon, tu veux un coca? Merci beaucoup donc, pour cette lecture avec Clara et Véro. Et justement, dans ce texte, même dans ce que vous venez de lire, on voit que l'humour quand même a une place importante dans le livre. Est-ce que pour vous, c'était volontaire pour peut-être contrebalancer comme certains sujets qui sont évoqués dans le livre? J'ai pas essayé d'être drôle. Parce que je pense que si j'avais essayé d'être drôle, je me serais complètement plantée.
Je pense que c'est juste Véro, vraiment la voix de Véro qui m'est arrivée comme ça, et il s'avère qu'elle était super drôle. Si j'avais vraiment voulu faire, parfois on dit que c'est un peu un air de comédie un peu italienne, et puis finalement ça gagne en profondeur, mais si j'avais voulu faire la comédia dell'arte, je me serais complètement plantée. Donc c'est vraiment juste cette femme qui est très drôle et qui en fait a une énorme armure de déni qui fait qu'elle peut être drôle pour parler de sujets même tragiques, et en fait il s'avère que cette femme a éduqué cette fille, et donc cette fille elle a un peu de cet humour qui est infusé en elle, même si je vais pas vous mentir, il y a une voix qui était un peu plus facile à écrire que l'autre, et il y a une voix où je savais que si je me faisais une semaine de Véro, j'allais passer de meilleurs moments que si je me faisais une semaine de Clara, parce qu'elle est un peu plus torturée, la petite. Justement, on voit Madame Kiri, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos rituels d'écriture, comme on a souvent l'habitude? Voilà, comment vous avez écrit ce livre, combien de temps vous avez mis pour l'écrire? Alors, ce livre, je l'ai écrit pendant 2 ans et demi, en parallèle d'un travail à plein temps. Surtout sur les congés payés, le soir et le week-end. Pendant les congés, je me faisais vraiment des grosses sessions d'écriture. Je commence en fin de matinée et je m'arrête en début d'après-midi. J'essaie de manger un peu plus tard parce qu'après, quand je mange, j'ai envie de dormir. Et sinon, je recommence à écrire un peu plus tard le soir. Mais ce que j'ai beaucoup fait, alors ça c'était vraiment pour le premier jet, je pense que la première, en fait, j'ai écrit la majorité du premier jet du roman en 6 mois, je pense, et je l'ai réécrit pendant 2 ans. Et donc, pour sortir vraiment cette première version du livre, là, il faut vraiment écrire tous les jours avec une régularité vraiment hyper régulière. Non, mais il faut vraiment avoir beaucoup de discipline, ce que j'avais pas réussi à avoir jusque-là, et c'est pour ça que j'avais jamais terminé de roman en fait. Parce qu'en fait, si j'écris pas pendant 2 jours, j'écris beaucoup moins bien et je peux perdre un peu la voix. Et par contre, quand j'en ai fait la réécriture, là c'était plus simple de se dire, si je me fais une vraie journée de travail, ben, je rentre chez moi vers 19h30, 20h, et je fais une petite pause, je promène mon chien, je dîne, et puis je vais m'y remettre de 22h à minuit, 1h du matin. Et après, j'avais aussi des grosses plages horaires le samedi, le dimanche, pendant que mon chien et mon compagnon faisaient la sieste. Justement, en parlant du chien, on salue Rookie qui est avec nous ce soir. Voilà. Justement, vous avez eu le prix Talent Cultura 2025, donc encore une fois, toutes nos félicitations. Est-ce que justement le fait d'avoir eu ce prix, ça vous impose pour vous, à titre personnel, une certaine exigence au niveau de votre écriture? Enfin, comment vous le ressentez, ce prix aujourd'hui? Je me sens hyper soutenue par Cultura, et ça c'est génial. Par tous les magasins dans lesquels je suis allée, tous les book clubs que j'ai rencontrés, c'était génial. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit avec Cultura que j'allais écrire une nouvelle, vraiment spécifiquement pour Cultura, et qui donc sortira dans une édition spéciale de La Bonne Mère pour Cultura normalement. Donc en fait ça m'a obligée à écrire un nouveau texte, et ça m'a permis de me remettre en jambes après La Bonne Mère. Donc très, très pragmatiquement, ce prix il m'a poussé à faire émerger de nouvelles voix. Oui, il y a d'autres projets romanesques, bien sûr. J'en ai commencé plusieurs. En fait, avec la tournée de La Bonne Mère et le fait que la voix de Véro soit assez envahissante, j'ai du mal à écrire quand je fais des rencontres. Mais quand j'ai des pauses, j'écris. Et vu que c'est des petites pauses, à chaque fois, j'ai commencé plusieurs textes. Il y en a un qui est en train de gagner la course. Donc je pense que ce sera le 2e. Mais j'ai de quoi faire un 3e et un 4e aussi, je crois. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Eh bien, écoutez, moi je vais poser la dernière question avant de faire la séance des dédicaces. Qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs retiennent de votre livre, principalement? C'est une super question. Je crois que ce que j'aimerais bien, c'est que
en fermant le livre, les gens se disent truc du genre waouh, ça m'a fait réfléchir. Si j'ai créé ces monologues intérieurs de ces deux femmes qui sont un peu des victimes imparfaites, mais aussi des héroïnes, qui sont difficiles à vivre, mais qui sont aussi tellement attachantes, c'est peut-être pour faire un petit peu changer le regard qu'on peut avoir sur des femmes dont on juge l'apparence extérieure, ou des femmes qui ont des problèmes de santé mentale, ou sur les violences intrafamiliales. J'ai posé plein de petites graines et j'espère que... Et j'ai essayé vraiment d'amener de la nuance et de montrer les zones grises. Et par exemple, ma belle-mère m'a dit que au départ, quand elle a commencé à lire le roman, vraiment, elle est marseillaise, hein, mais elle n'aime pas les cagoles. Mais finalement, quand elle a fini, elle a dit bah, tu vois, j'en suis voulu. Parce que ce personnage, Véro, là, c'est celle à qui je me suis plus attachée. Et donc ça m'a fait réfléchir. Et là, je me suis dit, ok, j'ai fait mon job. Et vraiment, merci beaucoup Mathilda. On peut applaudir Mathilda. On le rappelle pour ce livre La Bonne Mère aux éditions de l'Iconoclaste. Et on le rappelle, prix Talent Cultura 2025. On peut encore applaudir Mathilda pour ce prix. On remercie encore une fois le Cultura et l'équipe avec Audrey pour l'accueil effectivement et l'organisation de cette conférence. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de venir échanger et faire dédicacer vos livres. Merci à tous.